Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous retournons cette semaine dans la communauté Innu de Nutashquan, sur la côte nord, pour y rencontrer un homme de communication et d'engagement politique, Francis Malek. Ancien journaliste et animateur radio, Francis Malek évoque ici les tout débuts de la Société de communication Atikamekw-Montagnais, la SOCAM, un vaste réseau de radios communautaires fondé en 1983 et qui continue de diffuser quotidiennement dans les langues atikamekw et innu. Francis Malek témoigne également de son engagement en politique, lui qui a été directeur général de sa communauté, puis conseiller. Au microphone de Catherine Égaud, Francis Malek évoque avec un remarquable franc-parler la situation actuelle dans sa communauté et nous livre au passage un vibrant plaidoyer en faveur de l'éducation. Francis Malek, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes un homme de communication et de politique aussi, très investi dans la communauté de Nutashquan. Oui. Ouais. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Oui. Vous avez été très actif en communication, notamment la SOCAM. Oui, exactement. Nous, dans les années 76-77, on commençait à parler de la radio. À cette époque-là, il y avait Jacques Lachance. Je l'avais rencontré ici, pas loin. Et là, c'est à partir de là que la radio a été notre sujet. À l'époque, il y avait seulement la radio AM. On ne connaissait pas la radio FM à l'époque. Mais il y avait seulement la radio AM qu'on pouvait entendre à partir de Cécile, au bain de la Rive-Sud. Mais, au début, moi, je ne croyais pas à la radio. Ah non? Non, parce que je me disais, c'est pour les non-autochtones, parce que ça parlait français. Puis, à un moment donné, un jour, Jacques avait... Je n'ai pas tenté, Jacques. Alors, il n'a pas tenté une forme d'émetteur, puis il y avait une radio AM/FM. C'est à partir de là que j'ai réalisé qu'on pouvait parler. Alors, on a fait un projet ensemble. Il y avait d'autres personnes aussi qu'on avait invitées, là, comme un de mes oncles, là, qui est mort maintenant, Antoine Malek. Puis lui, il croyait beaucoup là, à la radiodiffusion. Alors, on a discuté de ça, puis à un moment donné, il fallait qu'on fasse un comité. Alors, on a invité certaines personnes, comme Germaine Mestina-Péo, Marianne Chipatao, Pierre Obstan, puis il y avait une autre personne là, que j'ai pas pu... Finalement, Jacques Lachance me disait, Francis, il y a un programme au niveau fédéral, mais c'est un programme pour des réseaux autochtones. C'est à partir de là que nous, on a invité des gens de la Romaine, de Pakwachipit, puis de Mingan, pour faire une radio régionale. Et puis, ça a duré à peu près 1 an, les discussions qu'on avait. Puis, on n'avait pas d'endroit là, pour faire des réunions. On faisait des réunions dehors, puis des fois un peu partout. Alors, c'est à partir de là qu'à un moment donné, il y a un autre programme qui est sorti. Donc, on pouvait se faire financer pour avoir un réseau. On a implanté une radio ici en 1979. Après, 1 an après, ça a été à la Romaine. Après ça a été Pakoua, après ça, Mingan. Les 4 communautés là, homogènes, parce que là, quand même, on a une langue homogène. Mais, à un moment donné, on avait comme, au début, des négociations territoriales. Et puis, eux, ils disaient, là, pour donner l'information aux communautés là, qui sont en égaux, c'est à partir de là que le conseil, à l'époque, le conseil Atikamekw-Montagnais nous a aidé beaucoup à créer un réseau. Parce que la radio servait à communiquer le résultat des négociations. Il servait à passer des informations, ou bien à avoir des informations là, de politique, même des autres communautés aussi. Là. Alors, à partir de là, on a implanté des radios un peu partout.
ici, au début, à Natashquan. Après ça, ça a été comme un automatisme, Birmingham, à Romaine. Puis en plus, en même temps, on a implanté une radio HF pour les chasseurs. Parce qu'il n'y avait aucune communication, là. Puis nous, à l'époque, on avait cet outil-là là, pour rejoindre nos chasseurs. Parce qu'ici, en région, là, à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui allait dans le bois. Il y en avait pour 3 mots, 4 mots des fois. Alors, il n'y avait aucun lien. Là. Finalement, on a implanté cette radio-là là, aussi, là, la radio HF. Alors, à partir de là, on a eu des discussions avec le conseil Atikamekw-Montagnais. À l'époque, il y avait un journal. Et puis le journal, Tepatiwin, a été géré par l'ancien là, chef régional, là, Justin Picard. Oui. Qui est devenu notre directeur général au niveau là, de la SOCAM. Ah oui? Oui. Puis c'est là que ça a commencé, là, toute la radiodiffusion. Alors moi, j'ai travaillé pendant 8 ans comme animateur, journaliste, même technicien des fois. Puis ça a commencé comme ça, la radiodiffusion. Mais les radios dans les différentes communautés ne diffusaient pas la même chose. Chaque radio avait leur programmation. Puis nous, à l'époque, on avait un réseau qui s'appelait SOCAM. Puis nous, on diffusait à partir de Québec des informations de 9h jusqu'à midi. OK? Parce que c'est en 2 langues, là. Tu sais, tu avais l'Innu puis l'Atikamekw. Parce qu'on était aussi affiliés là, avec les radios Atikamekw. Ah oui, alors, donc vous étiez à Québec parce que c'est un peu entre les deux. Oui, c'est un peu le milieu. Là, Alors, c'est à partir de là, nous, on a diffusé de 9h jusqu'à midi en 2 langues. À partir de là, nous, les radios avaient quand même leur programmation. Ils faisaient partie quand même du réseau. Puis les radios, là, c'est les radios communautaires qui sont... C'est eux qui dirigent, c'est eux qui gèrent la SOCAM. Mais ça existe encore, la SOCAM? Mais oui. Ça existe depuis 83, là. Ça fait plus de 40 ans. Et ça diffuse encore en Atikamekw et en Innu? Oui. Donc ça a survécu au Conseil Atikamekw-Montagnais, finalement? Mais oui, parce qu'il était une entité différente. Et puis, ça continue. Donc vous avez été basé à Québec? Oui. Vous avez été journaliste à Québec? Oui. Pendant 8 ans, j'étais animateur là-bas. Puis journaliste aussi. Parce que j'ai eu une formation journalistique aussi à Montréal, puis à Québec aussi. Puis vous faisiez des reportages sur quoi? Surtout sur la politique. Surtout. Puis aussi des événements culturels. 80% politique, puis 20% culturel. Mais en étant à Québec, vous suiviez la politique québécoise? Vous arriviez à suivre la politique dans les communautés? Non, mais pas vraiment. Nous, on faisait des reportages sur des événements autochtones. Des fois, c'était rare. Exemple, s'il y avait des élections provinciales, on pouvait un peu toucher à ça, même fédéral. Quand c'était question autochtone, oui, on y allait. Donc vous diffusiez depuis Québec de 9h à midi, puis le reste du temps, c'était à l'intérieur de chaque communauté? Oui. Il y avait des animateurs sur place aussi? Oui, parce que les autres, ils sont indépendants. Comprends-tu? Ouais. Et les autres, les radios communautaires dans chaque communauté, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils font partie du réseau, par exemple. Il y a une obligation de diffuser là, l'information. Et là, ça se fait encore comme ça? De 9h à midi depuis Québec? Oui. Puis le reste dans les communautés? Donc il y a une ça. Programmation commune dans toutes les radios? Le réseau, là, il y a une programmation commune pour l'ensemble des 2 nations. La nation Innu et la nation Atikamekw. Ça, c'est la diffusion de 9h à midi, c'est ça? Oui. Puis après, chaque radio prend le relais pour... Chaque radio a sa programmation. Puis là, vous êtes passé au FM quand même depuis? Et sur Internet? Mais oui. Au début, là, c'était très difficile. Au début, on diffusait par des ondes courtes. Oui. Et puis, on pouvait nous capter un peu partout dans le monde. Mais finalement, on a eu des petits problèmes très techniques, là, des problèmes de réception. Alors, nous, on a eu des subventions pour aller par satellite. Maintenant, c'est facile avec l'Internet. Confluent rencontre, Francis Malek. Est-ce que la radio est encore aussi importante qu'elle l'était dans les années 80-90? Moi je peux dire oui et non. Oui, dans chaque communauté, ils ont
leur particularité. C'est comme à Sept-Îles, c'est très grand, hein, la population est très grande. Au niveau du bingo, c'est large. La radio, elle sert pour le bingo oui, aussi. Parce que nous autres, ici, dans les communautés de la Beauce-Côte-Nord, on peut dire, de maintenant, c'est pas des communautés populeuses, mais ils ont de la misère à vivre, par exemple. Ils ont de la misère il y a des problèmes financiers, il y a d'autres problèmes de programmation aussi. Mais ils survivent. Ils survivent quand même, grâce au bingo, grâce aux dons. Ouais. Le bingo finance la radio. Oui. Dans le fond, le bingo est tiré à la radio. C'est bien ça. Puis il finance la radio. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, à devenir animateurs, journalistes? Est-ce qu'il y a une relève? Je pense que oui, mais c'est qu'à un moment donné, chaque radio communautaire, dans chaque communauté, exemple comme Sept-Îles ou Bestiamite, parce qu'ils sont très populaires, ils ont les moyens d'engager du monde. Nous autres, ici, on n'a pas les moyens. Le bénévolat, c'est mort quasiment. Là. Ici, avant, là, il y avait beaucoup de bénévolat. Beaucoup. Maintenant, c'est rare. Les jeunes, oui, ils s'intéressent. Même la SOCAM fait des formations en journalisme, en animation. Puis il y a beaucoup de monde qui s'inscrit. Mais c'est que dans chaque communauté, comme je disais, ils ont des difficultés financières. Ils ont des difficultés de gérance aussi. Là. Pourtant, ça revient en force, la radio, avec les balados, notamment sur Internet. Oui, c'est très souple comme formule. Oui, parce que nous autres aussi, là, nous, en Natashquan, je suis un des premiers animateurs ici. Ah oui? Mais je pensais qu'avec le temps, parce que moi, on a délaissé la radio depuis quand même 10, 15, 20 ans, mais c'est qu'à un moment donné, je pensais que la radio serait plus développée. Au niveau technique même, et même au niveau électronique, c'est pas le cas. Alors, je pense que ici, il manque d'informations. On manque aussi là, de comment c'est géré notre radio. On ne sait pas. Il n'y a pas de réunion. Habituellement, il devrait y avoir des assemblées générales à tous les ans pour au moins voir l'état actuel de notre radio, l'état financier de la radio, mais il ne fait pas ça ici. Contrairement à comme à CCD, ils ont quand même des formules de gestion. Là. On n'est pas structuré ici. Aujourd'hui, là, on dirait que la radio est plus pour le bingo. Alors le bingo, c'est tous les jours, non? C'est 3-4 fois par an. Ah oui? Non, 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Même des fois plus. Puis, il n'y a pas d'information qui se passe. Il n'y a rien, là. Pas d'émission spécifique. C'est l'improvisation. La radio est ouverte selon les heures du bureau du conseil de vente. Il manque de, donc c'est la journée. Il manque de structuration. Puis même la gérance. On devrait y voir, par exemple. On devrait y voir parce qu'on manque comment dirais d'innovation. Vous pensez que ça aura encore sa place, une radio communautaire? Oui. Parce que c'est important, la radio. Malgré les médias sociaux maintenant, là, mais la radio a sa place encore. Qu'est-ce qu'elle apporterait que les autres médiums n'apportent pas? Parce que c'est direct, c'est direct, puis c'est vrai aussi. Là. Tu sais, par exemple, s'il est structuré, si un journaliste vient ici pour dire des choses, ça c'est vrai. Là. Puis des fois, au niveau de Facebook, des fois c'est pas vrai. C'est pas les mêmes effets. Là. Vous avez parlé de la politique tout à l'heure, que vous vous occupiez des sujets politiques. Vous en avez fait, vous? Vous avez été au conseil comme conseiller? Oui, et quand je suis revenu de Québec, dans les années 87-88, je suis devenu directeur général du conseil de vente. Donc c'est quoi le rôle du directeur général? C'est lui qui gère le conseil de vente. Il fait l'administration du conseil? L'administration, c'est lui qui gère toute l'administration. Puis à cette époque-là, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Il y avait beaucoup d'ingérence politique à l'époque. Il y en a encore. Mais c'est que c'était pas facile à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'était pas structuré à cette époque-là, dans les années 87, 88, 89. Les conseils existaient, mais il n'y avait aucune structure administrative, il n'y avait pas de politique administrative, il n'y avait pas de politique du personnel. Et alors, ça a commencé comme ça. Et pourtant, le conseil existait depuis longtemps déjà. Ça existe depuis longtemps, le conseil. Ah oui. Mais quand mon père a été chef, il n'y avait même pas de bureau à l'époque. Tu sais, il y avait un bureau chez nous. Oui, puis c'était bénévole à l'époque. Oui, c'était bénévole à l'époque. Alors que maintenant, notre conseil, c'est un gouvernement maintenant. Là. C'est ça. C'est un gouvernement. Là.
Le conseil fait la gestion de l'école, de la santé, des services sociaux, des services techniques, même au niveau politique. On a des pourvoiries qu'on engage 30-40 personnes tu sais, en saison. Et puis, oui, le conseil, c'est un gouvernement local. Et vous avez été conseiller aussi? Oui, un mandat. Ouais. En l'année 94, 96. À cette époque-là, quand on parle de politique, encore là, on n'était pas expérimenté. Tu sais, ici, là, le mode électoral n'est pas pareil comme chez vous ailleurs. Là. Présentement, notre cas est désuet. Aujourd'hui, on a le droit à un vote du chef, un vote du conseiller. Pas normal, là. Qu'est-ce que ça veut dire un vote du chef, un vote du conseiller? Parce que nous autres, au niveau du conseil des membres, nous avons un chef et 4 conseillers. Puis d'une façon démocratique, là, on devrait voter un chef puis 4 conseillers. Finalement, on a seulement un vote pour les conseillers. Ça veut dire que c'est un vote familial. Oui, vous voulez dire sur les bulletins électoraux, il devrait y avoir 4 noms, là? Oui, sur les bulletins. Je comprends. Alors donc les gens votent pour la personne qu'ils connaissent ou leur famille. Leur famille. Puis des fois, nécessairement, c'est pas des gens politiciens, c'est pas des gens qui sont qui ont beaucoup d'expérience. Qui manquent d'expérience. C'est ça la triste réalité. Les gens aujourd'hui, là, il y a beaucoup de discussions sur ça, là, sur la question familiale. Tu sais, c'est pas, les gens disent c'est pas normal. Mais ils continuent à voter pour leur famille quand même. Oui, même, ils continuent à voter sur leur frère, qui n'a aucune connaissance, il n'a aucune compétence. Donc les gens sont conscients de ça, mais ils continuent à le faire quand même. Mais oui. Ça va changer, vous croyez, un jour? Ça va changer, mais pas tout de suite. Je pense qu'il va y avoir une réforme, là. S'il y a une réforme, exemple, OK? Moi, quand j'étais conseiller, là, on avait le droit à 6 votes. Les votes, là, oui, ils ont changé ça. Là. OK. J'avais 6 votes, puis moi, les votes, là, c'était éparpillé, là. C'était pas eu ma famille. Ils ont changé ça il y a 15 ans. Ah oui, alors les gens ont une chance de voter, alors ils votent pour... C'est pas démocratique. Par exemple, dans des municipalités, dans des corporations municipales, il y a des sièges. Ils votent sur un siège, 2 sièges. Tandis qu'ici, là, c'est le fun de voter 4 personnes. Confluent rencontre Francis Malek. Vous avez voulu être chef. Vous vous êtes présenté pour être chef? Oui, je suis présenté 2 fois. Ouais. Mais une fois, là, ça a failli arriver. Mais après ça, là, tu veux dire, comme je te disais, là, les votes, nous autres, là, c'est quasiment familial. Là. Moi, j'ai vécu sur les 2 côtés. Du côté politique et du côté administratif. C'est pas facile. Là. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'ingérence politique. De la part de qui? Du conseil. Ah oui. Ils devraient faire la politique au lieu de faire l'administration. C'est ça, là. C'est ça, là, un des problématiques ici. C'est pour ça qu'on a des sérieux problèmes. Même au niveau, là, des maisons, des loyers. Tu sais, ils vont octroyer des maisons à leur famille. C'est pas normal, là. Il n'y a aucune équité. C'est ça qui manque. Ça prendrait des gens instruits, premièrement, et deuxièmement, des gens qui sont politisés, qui ont de l'expérience en politique, puis qui ont quand même une certaine équité dans leur tête. Là. Des personnes qui sont vraiment des problèmes, il faut les aider. Là. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors? Il faudrait des politiques, par exemple, pour la répartition des maisons, avec des critères qui seraient vraiment objectifs? Oui, ça prendrait quand même... Oui, madame, ça prendrait une très bonne restructuration, une très bonne réforme au niveau, premièrement, électoral. Après ça, des réformes au niveau des politiques du Conseil. Politiques financières, des politiques, des programmes. C'est ça que ça prendrait. Et comment ça peut se faire, ça? Ça peut se faire, madame, en changeant des politiciens. Pour faire du changement, madame, ça prend des gens compétents. Ça prend des gens qui ont quand même une certaine expérience, puis une certaine équité dans leur agissement. Parce que, tu sais, c'est beau de fonctionner sans politique, des fois. Mais il faut des politiques, madame.
Ça prend des politiques sur l'exemple, sur l'habitation. Des règles qui survivent au conseil, quoi, qui se maintiennent. Oui, des règles. Les conseils, son rôle, là, premièrement, c'est faire des orientations politiques. Mais eux, c'est le contraire. Ils font des orientations politiques. Après, ils font beaucoup d'ingérence. C'est ça le problème qu'on a. C'est pour ça que nous, on évolue, mais pas vite. S'il y avait des structures là, comme c'était Ombre et Siamit au même Astorial, ce serait différent. Là. Pourquoi il y a des structures là-bas et pas ici? Parce que les Parce que là-bas, les autres, ils ont des gens qui sont éduqués, qui ont été à l'université, qui ont été à l'école. Tandis que nous, là, on manque de ressources. On commence à avoir des personnes. On commence. Mais avec, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'ils sont structurés. Tu vois que quand les ressources sont éduquées, qui ont une formation universitaire, tu vois là que la communauté est développée. Tandis qu'ici, là, pas seulement ici, t'as Romaine aussi, là, t'as Méligan aussi, t'as le chose. On manque de ressources. C'est ça qu'il y a. On manque beaucoup de ressources. Puis on commence à avoir des avocats. On commence à avoir des médecins aussi, là. On commence, là. Ça commence. Il y a beaucoup de choses. Même à l'époque, je m'en souviens dans le temps, même pas très longtemps, on n'avait pas le droit à des écoles supérieures. Vous voulez dire que les jeunes ne pouvaient pas aller aux écoles supérieures? Oui. Ah oui, il y a une époque où quand on allait à l'école supérieure, on perdait son statut d'Indien, c'était ça. C'est bien ça. On était émancipés d'office. Oui. Il y en a qui l'ont fait un peu, mais pas beaucoup, là. Comprends-tu? C'est tout... être autochtone, là, c'est pas évident. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je suis rendu à un âge quand même... je vois 69 ans bientôt, là. Et puis, je travaille encore. Ça fait 47 ans. Vous travaillez dans quoi, en ce moment? Là, présentement, je travaille au développement du Parc Canada. Parce qu'on a un Parc Canada ici, pas loin. Je travaille là, avec le Parc Marin. Puis, on veut faire un programme là, qui s'appelle Gardien du territoire. Alors, j'aime ça. Puis, on veut faire une gardiennage, ou bien, possiblement avoir un co-gestion avec eux autres, avec Parc Canada. J'aime ça. Bientôt, je vais engager du monde de 2 personnes pour m'aider. Le programme Gardien du territoire, ce sont des gens qui sont formés? Oui, madame, il y a un programme à l'Université Laval pour les gardiens du territoire. Donc ils vont à l'Université Laval pour être formés en protection du territoire? Oui, en protection du territoire. Et sont tous des autochtones? Oui. Ils retournent dans leur communauté? Oui, parce que c'est un programme. Oui. On a déjà 2 personnes qui ont étudié. Là. Ah oui? Oui. Donc ça va bien? Oui, ça va. Ça va bien. Ça va nous aider aussi. Là. Je peux gérer, mais eux vont faire le travail sur le terrain. Ils ont d'autres connaissances qu'ils ont acquises à l'université? Oui, madame. Vous, la politique, vous n'y croyez plus? J'y crois. J'y pense encore. Ah oui? Mais peut-être parce que je suis encore en forme. Peut-être j'y pense là, parce que tu sais, il faut... Les jeunes ont besoin des personnes d'expérience. Ici, là, pour bien fonctionner la communauté, ça prend un conseil de vente compétent et une structure qui fonctionne bien. Puis, moi, je crois à l'éducation comme ça. Prochainement, là, je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa pour les droits autochtones. Ah oui? Je ne suis pas pour être avocat, là. C'est pour comprendre les termes juridiques, ou bien les termes au niveau des droits autochtones. C'est le nouveau certificat, là, c'est assez jeune comme diplôme. Puis j'ai travaillé beaucoup en négociation. J'étais négociateur aussi, moi. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des termes juridiques que tu ne comprends pas. Ouais. Puis c'est pas pour être avocat, là. Puis jeune, oui, j'aurais été. Mais là, rendu à 69 ans, là, je veux comprendre. Il y a des textes, des fois, qui nous amènent, puis des fois, tu ne comprends pas les termes. Mais avec une petite formation comme ça, je pense que si on veut avoir un traité ici, ça prend des personnes compétentes. Ça prend des personnes qui sont instruites, des personnes qui ont une certaine notoriété. Donc ça vous a manqué, vous, quand vous étiez négociateur, de ne pas avoir ces outils-là, dans le fond? Oui. Mais j'avais quand même une certaine expérience. Ouais. J'étais capable de lire, j'étais capable de... j'étais à l'université aussi, là, à Laval. Vous avez étudié en quoi? En communication. En communication. En communication, oui. Je suis technicien aussi en foresterie, que j'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai jamais travaillé en foresterie.
que j'ai fait mon cours à Duchesne. Et puis, j'ai jamais travaillé. J'ai oublié tous les termes, les techniques. Vous n'avez pas renoncé, vous, à être candidat au Conseil de Bâle? Non, je ne suis pas renoncé. Non. Ben, oui, ça m'intéresse, mais on va voir. On va tâter le terrain. Francis Malek, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Commitin Francis Malek pour son propos fort et assumé sur l'importance des communications et de l'éducation dans les communautés autochtones. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.